Bien, Donc, nous allons continuer. pour le deuxième thème de la soirée, qui sera consacré, lui, cette fois-ci, aux œuvres caritatives et comment justement elles se font vampiriser par telle ou telle personne. Par là, j'entends que ce sont avant tout des systèmes qui fonctionnent bien jusqu'à un certain moment, et comme tout ce qui fonctionne bien, il y a toujours des personnes qui viennent pour pouvoir s'en emparer, en profiter et en faire leur chou gras. Donc, on va devoir commencer par une définition de l'association, de ce qu'elle comporte. Voilà. Vous entendez souvent, quand on parle d'association, de la loi du 1er juillet 1901. C'est le contrat basique pour une association en France. Définition d'une association. Créée de manière fortuite ou volontaire, dans la quasi-totalité des cas, l'association se caractérise par la réunion de 3 éléments. Un contrat, un apport de connaissances et ou d'activités à titre permanent, un but autre que le partage de bénéfices. Autre que le partage de bénéfices, vous entendre par là que c'est pas une œuvre pour faire de l'argent, mais au contraire pour pouvoir partager librement, soit du temps, soit de la ressource, dans un but d'utilité publique. Elle n'est pas obligée d'être reconnue d'utilité publique, mais par principe, les associations ont, ont cette destination. Il y a 2 associations principales dont on voudrait parler ce soir pour illustrer notre propos. La première, c'est celle qui a été fondée par l'abbé Pierre, c'est-à-dire Emmaüs. L'abbé Pierre qui est un enfant né juste avant la Première Guerre mondiale, qui a vécu fortement la deuxième, et dans les années 50, quand il a vu le grand hiver qui tuait beaucoup de Français, a décidé de lancer un appel. Il a fait plusieurs discours pour réunir des volontaires autour de lui et un appel aux dons. Ici, on va voir l'un de ses discours. Okay. D'accord. Dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience. Au regard de Dieu, vous avez probablement... Désolé, on voit qu'il y a eu un souci de son. Oui, on va le remettre du départ. on va l'en mettre. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. L'abbé Pierre, bien que c'était un prêtre, ne correspondait pas au stéréotype qui dit que ce sont des personnes calmes qui n'élèvent pas la voix. Bien au contraire, lui, il était du genre à appuyer ses convictions et il avait vu la misère en face, en fait. Pour la fondation d'Emmaüs, ça avait débuté par une rencontre qu'il avait faite avec un ancien bagnard, si je me souviens. Non, je sais pas du tout, vas-y. Oui. Et il lui avait dit qu'il ne pouvait rien lui offrir, qu'il n'avait rien, mais qu'il l'invitait à venir, cet ancien bagnard, l'aider à aider les autres. D'accord. Et sous par ce principe, il a essayé d'imaginer tout Emmaüs, des personnes qui ont peu, voire rien, et qui essaient d'aider quand même les autres à s'en sortir. Vous allez voir maintenant une petite vidéo de présentation de Emmaüs.
Je rappelle que l'abbé Pierre est mort en 2007, donc presque 97 ans, presque centenaire. Pour une personne qui voulait mourir jeune, c'est quand même impressionnant. Et surtout avec une vie très active qu'il a eue. Là, c'est une vidéo qui présente Emmaüs, qui a été faite déjà plusieurs années après sa mort. Vous remarquerez le ton profondément grave qu'il y avait dans le discours qui a commencé et amené à l'ouverture d'Emmaüs. Et là déjà, la présentation, assez joviale quand même, d'Emmaüs France. Imaginons. Imaginons un instant un monde nouveau, un monde où il ferait bon vivre ensemble, en harmonie. Imaginons que, dans ce monde, l'exclusion et la pauvreté n'aient plus droit de cité, mais que chacun y ait une place, un rôle, un toit. Imaginons, juste pour voir. À voir, car ce monde existe et s'étend depuis des années grâce au mouvement Emmaüs. Comment ? Remontons le temps. Tout commence avec la volonté d'un homme d'éradiquer la pauvreté. Nous sommes en 1949 et l'abbé Pierre rencontre Georges Leguet, un ancien bagnard aux idées suicidaires. Face à son désespoir, il a une phrase qui résume depuis l'essence du mouvement. « Je ne peux rien te donner, mais toi qui n'as rien, viens m'aider à aider. » Démarre alors une incroyable aventure solidaire autour de l'activité de chiffonnier. Elle scelle le destin de l'abbé Pierre et du mouvement autour d'une idée phare. Faire rimer pauvreté et dignité. Aujourd'hui, rien n'a changé. Ou presque. On voit juste plus grand. Chaque jour, ce sont désormais près de 30 000 personnes qui œuvrent sur le terrain à la construction d'un monde meilleur et aident sans condition celles et ceux qui en ont besoin. Combattre l'exclusion, lutter contre le mal-logement et le mal-endettement, accorder une seconde chance en aidant à la réinsertion par le travail, se tenir aux côtés des exilés, réduire la fracture numérique et œuvrer pour la transition écologique. Sur tous ces fronts, le mouvement Emmaüs est aux avant-postes avec des solutions novatrices et surtout humaines. Sa force, il la puise dans son maillage territorial et dans la diversité de ses structures. On n'a pas vraiment besoin d'aller plus loin. Du moins pour cette présentation. Alors, c'est radical. Entre le discours qui parle de la gravité de la survie des personnes, ici on présente plus une version gâteau et petites fleurs, avec un monde utopique que l'on veut nous vendre, présente quelques objectifs, assez même intéressants. Lutter contre le mal logement. Effectivement, les personnes étaient à la rue dans les années 50, il y avait beaucoup, et en hiver justement, c'est là-bas aussi qu'il y a eu tout le début de la récolte de tissus, de vêtements, de couvertures pour pouvoir les aider, les nourrir en partie. Et ensuite, il y a un deuxième pan beaucoup plus nouveau qui est proposé, réduire la fracture numérique, elle est belle quand même, aider à la transition écologique, aider les exilés. On y reviendra aussi. Et surtout, la transition écologique, enfin, on sent vraiment le message du gouvernement bien appliqué. Mm-hmm. Moi, c'est surtout ça qui me fait rire dans cette présentation. Effectivement, il y a un petit côté, youhou, on est des gens gentils, on fait le bien du monde, et en plus, on est dans la transition écologique, on est pour Gaïa. Mais il y a ça que faut pas oublier que Emmaüs récupère beaucoup d'objets pour leur donner une deuxième vie. Oui, donc, mais on n'est pas sur une transition écologique. Voilà. C'est la base même, c'est le fondement. La récupération n'est pas à visée écologique, elle est à visée humaine. Là, elle est présentée en tant qu'objectif en soi. Vous voyez, il y a toujours un petit peu la même action, mais l'objectif a changé. Fracture numérique non plus, j'imagine que dans les années 50, ils se demandaient pas « Ah, quand est-ce qu'on va réduire la fracture numérique ? J'ai encore froid. » Mais voilà. Emmaüs est répandu partout en France maintenant. Il y a beaucoup d'emplacements. Souvent, ça aide à aider au logement des sans-abri, à les nourrir en partie, à leur donner aussi une activité, parce que passer par Emmaüs, c'est pour que vous êtes actif, mais c'est pas non plus idyllique. Il faut pouvoir apporter un minimum d'aide pour pouvoir être intégré à la communauté d'Emmaüs. Ça aide beaucoup les sans-abri, en particulier, qui, quand ils sont privés de foyer, peuvent s'y rendre et en échange de donner un petit peu de leur temps de travail, un petit peu,
tout leur temps de travail, ils seront nourris, logés, blanchis, et recevront une petite prime. Maintenant, on va passer à Coluche, qui dans les années 85 a aidé à créer l'association Les Restos du Cœur. Il faut se souvenir que Emmaüs, c'est les années 50, 1955, et les Restos du Cœur, c'est 1985, où il y avait une grande récession qui était arrivée en France, qui avait plongé la France dans une nouvelle étape de pauvreté, et qui a créé de la pauvreté de façon... Un statut spécial qu'on a appelé les nouveaux pauvres. Ça, on va le voir dans la vidéo qui suit. Et ça a commencé par une grande crise d'abord dans le nord de la France. Notez-le aussi, on va y revenir ensuite. Oui, parce que ça, en fait, ça va être en écho avec l'actualité des dernières nouvelles concernant cet appel aux dons du resto, des restos du cœur. Voilà. On va détailler. Mais globalement, souvenez-vous, Emmaüs aide aux sans-abri, logement, aider à une activité, le temps de se remettre en selle, en fait. Les Restos du Cœur, c'est avant tout pour aider à nourrir les personnes qui sont dans le besoin. On peut commencer. On est dans le pays de la bouffe. En plus, on est vraiment le pays de la gastronomie. C'est pas ici qu'il va mourir des gens de faim. C'était le 26 septembre 1985. En direct à la radio, Coluche appelle à la solidarité. Les Restaurants du Cœur sont nés. Très vite, des équipes se mobilisent partout en France. Des étudiants en école de commerce et des chômeurs bénévoles se chargent de l'organisation, comme ici à Reims. Étant au chômage maintenant, j'ai un petit peu de bricolage tous les jours, mais ça, c'est pas grand-chose. Alors, comme j'étais artisan dans le transport, j'ai encore des camions, je vais remettre à sa disposition gratuitement. À l'époque, la France connaît un chômage de masse. Des familles entières se retrouvent sans ressources. C'est ce qu'on appelle les nouveaux pauvres. Face à cette situation, Coluche parcourt la France pour promouvoir son association. Première destination, Lille, où il est accueilli à bras ouverts par le maire Pierre Mauroy. On a besoin concrètement de services municipaux dans le genre locaux pour conserver... Mais vous voulez créer un restaurant Non, c'est plutôt un endroit, un comptoir de passage. Après Lille, Coluche se rend... Vous noterez que Coluche était dans une position suffisante pour recadrer un politicien qui lui dit ce qu'il veut faire. C'est juste au niveau du vocabulaire, mais c'est déjà quelque chose que peut se permettre une personne dans la position de, justement, Coluche, qui était déjà une star à l'époque, ou comme c'était aussi le cas de l'abbé Pierre, qui aussi avait été député et avait déjà la reconnaissance de la France. À Bordeaux puis Toulouse. Et après des semaines d'organisation, c'est l'heure du grand lancement pour les Restos du Cœur. Ça y est, les Restaurants du Cœur commencent. Le 21 décembre 1985, 700 bénévoles s'affairent dans 18 villes pour distribuer des repas. On en a 18, je peux vous dire une liste de villes, enfin importantes. Lille, dans la région du Nord, on va distribuer 4000 repas, c'est là où on a le plus gros effort. Bordeaux, évidemment. Il mentionne bien, donc la Coluche est en train de lister les villes qui ont le plus besoin. Il parle de Lille. Oui. On va voir vraiment pourquoi aussi le Nord est vraiment touché plus que d'autres régions. On va le voir prochainement, mais je tease la suite. Enfin, je mets le point dessus parce que c'est très important ce qu'il est en train de dire là. La France est entrée dans une grande zone de pauvreté, mais on appuie sur le Nord, vous verrez. Marseille, Le Havre, Lyon, enfin... Voilà, 18 villes en France sont ouvertes aujourd'hui. Parmi ces villes, Gennevilliers en région parisienne. Plusieurs centaines de repas sont distribués sous un chapiteau, dressé pour l'occasion. Ça va les garçons? Un peu froid, mais... C'est quoi ta télé? Coluche lui-même s'occupe de l'approvisionnement. 20 bénévoles, mais aussi des entreprises et d'autres associations, sont venus apporter leur aide. Tous ceux qui ont faim, il faut qu'ils mangent. C'est ça ce qui m'a séduit dans l'idée de Coluche. Avec cette énorme publicité, j'espère que ça va faire bouger un peu les Français qui sont quelquefois un peu égoïstes, mais dès qu'on leur demande quelque chose, ça marche formidablement. Au total, 5000 bénévoles ont distribué 8,5 millions de repas pour cette première édition en 1985. Aujourd'hui, les Restos du Cœur sont plus que jamais mobilisés. En 2019, ce sont plus de 133 millions de repas qui ont été distribués par l'association. Donc, on voit vraiment que c'est vraiment les bénévoles. Ce que je vois dans le lancement, c'est vraiment Coluche qui porte tout à bout de bras. Oui. Et tu vois que ce sont même des chômeurs qui s'activent. C'est ça la beauté. Les politiciens, tu vois que ils recadrent Mauroy tout à l'heure, où il fait oui, en fait c'est un restaurant. En fait, il comprend pas trop et il est complètement déconnecté. C'est vraiment une initiative populaire.
Et puis, ce qu'il faut aussi comprendre aussi dans le caractère d'une association, c'est qu'elle vient souvent d'une idée, d'une initiative personnelle, dans le but de régler un problème soudain. Il est censé être ponctuel. Oui. Il est censé alerter les autorités publiques de manière à ce que ils agissent, ils règlent le problème. Oui, c'est une situation d'urgence, un petit peu comme le massage cardiaque, mais normalement, il y a une ambulance après qui doit venir et emmener à l'hôpital le patient. Là, ces deux associations étaient justement une réponse, comme tu dis, Un problème direct. directement. Il y avait une urgence qu'il fallait régler. Certaines personnes ne pouvaient pas rester les bras croisés, donc ont agi. Mais justement, le but de ce genre d'initiative, c'est de gagner en popularité et d'alerter les politiques à vraiment faire quelque chose. Alerter sur le problème, l'urgence. Une manifestation par l'exemple. Voilà, une manifestation par l'exemple. Sauf que Emmaüs, fondé en 1950, comme tu l'as dit, les Restos du Cœur, fondés en 1985, ces associations continuent toujours à fonctionner aujourd'hui en 2023. Oui. Loin de faire... Et la demande évolue. Dans le sens où elle explose. Exactement. Le problème qui devait être résolu à l'époque, maintenant s'est aggravé. Et en plus, ces associations ne sont plus aussi peut-être rodées comme elles étaient au départ. Parce que chacune de ces associations, vous voyez qu'elle a explosé. Elle est maintenant à une plus grande ampleur, des centaines de millions de repas servis, des milliers de bénévoles pour Emmaüs. Tout ça, ça a été permis avant tout par d'abord une idée, une bonne intention, portée par un personnage qui avait du caractère et aussi la portée de la célébrité ou du pouvoir, on peut l'appeler comme on veut, pour pouvoir mettre ça en action, pour pouvoir porter le projet et l'encadrer et le recadrer aussi quand il y avait des personnes qui essayaient de le récupérer. Donc, Coluche a créé les Restos du Cœur, mais Coluche est mort assez vite en fait. Coluche est mort, comme on le sait tous, d'un accident de moto, percuté par un poids lourd en accident. Un peu après sa quarantaine. Et puis bizarrement aussi, au moment où on commençait un peu à s'engager politiquement, oui. Et un peu à gagner énormément en popularité. C'est ça, il recadrait les politiques de façon plus large, juste avant sa mort. Et ça a fait naître certaines théories, pas si extravagantes que ça, surtout au vu de ce qui se passe actuellement. Donc, bref, vous avez vu, ces associations étaient portées par une personnalité. Et personne ne nie le fait que elles sont d'utilité publique. Le problème, c'est que après la disparition des porteurs, des fondateurs des défenseurs même de ces associations, elles sont ensuite soit attaquées, soit récupérées, soit détournées de leur fonction originelle. On a plusieurs exemples maintenant. D'abord, on va passer par l'incompréhension. Par exemple, des personnes perçoivent maintenant Emmaüs uniquement comme une entreprise que de faire de l'argent. Et ça apporte plein de débordements. Au début, c'est amusant, mais ensuite, quand on comprend qu'il y a des gens qui se plaignent d'une association qui est censée aider les gens et qui le fait en grande partie, on voit qu'il y a un problème. Vous allez voir maintenant. L'ouverture du dépôt-vente d'Emmaüs 2 fois par semaine attire toujours de nombreux clients en quête de bonnes affaires. À Ornans, le succès de l'association caritative exaspère certains commerçants. Ce magasin de chaussures est aujourd'hui en difficulté. J'ai investi tout mon argent dans cette boutique et là, je me dégage toujours pas de salaire. Je viens de faire une demande de RSA, faut quand même le savoir. Les commerçants, on a beaucoup de difficultés. Et donc cette histoire d'Emmaüs nous impacte encore plus. Nous, on paye la TVA, on paye la CFE, on paye tout. On paye un loyer, eux, ils ont des aides et ils ont de la marchandise gratuite. Ce mécontentement est relayé par une association de commerçants d'Ornans. Comment ça va ? Bah, pas trop fort. Elle considère dans un courrier qu'Emmaüs est devenu une machine à faire du cash. Quand on fait venir des palettes de produits neufs, donc on véhicule l'information sur une page Facebook, ça attire non seulement des personnes qui peuvent être démunies, c'était la vocation première d'Emmaüs, mais ça attire également des personnes qui potentiellement venaient dans des commerces de proximité. L'objet du courroux des commerçants, le voici. Un stock de chaussures récemment mis en vente à Emmaüs. 15 € chez nous, 79 à l'origine et déjà porté. C'est ce qu'on appelle du produit neuf, qu'on nous accuse de faire du produit neuf. Voilà. Juridiquement parlant déjà, ça n'existe pas, la concurrence déloyale.
Et puis derrière, on n'a pas du tout la même clientèle. Voilà. C'est pas du tout. C'est des gens qui sont contents d'avoir des produits pas chers parce qu'ils n'ont pas les moyens de les acheter dans des commerces locaux. 8 de 50, 10, 50. À Ornans, les ventes d'Emmaüs rapportent 250 000 € chaque année environ. Plus de 100 000 € financent des opérations de solidarité locale au profit de l'hôpital, des pompiers ou de la maison de retraite. L'été dernier, Emmaüs a également pris le relais des Restos du Cœur et distribué l'équivalent de 40 000 repas. Vous voyez déjà que du temps de l'abbé Pierre, on ne remettait pas en cause le modèle que suivait Emmaüs. C'était pas une entreprise pour faire de l'argent. C'était pas... Moi, je trouve que c'est scandaleux quand même de s'en prendre au fait qu'ils leur volent leurs clients qui n'ont pas. C'est ça. En même temps, ils ouvrent une boutique de chaussures neuves. En ces temps-là, c'est déjà un business plan bizarre. Pour ces temps de la France, en tout cas, c'est pas le moment d'investir dans le marché du demi-luxe. Mais aussi, c'est s'en prendre à Emmaüs. Alors qu'ils pourraient s'en prendre, je sais pas, aux ventes sur Internet, etc. Non, on va taper sur l'association du coin parce que là-bas, il y a des personnes qui n'ont pas d'argent qui vont s'acheter des chaussures. Oui, à la limite, qui disent qu'il y a à cette époque-là, hein, l'époque où la vidéo a été tournée, c'était il y a 7 ans. On était encore un peu sur le début du e-commerce avant que ça prenne l'ampleur et l'explosion que c'est actuellement. Il y avait déjà, le e-commerce était bien développé, mais il y avait encore beaucoup de clients qui avaient des freins à l'époque. Donc, que cette petite commerçante indépendante s'en prenne aux grosses boutiques e-commerce qui, justement, ne payent pas les stocks, qui est là, pour le coup, vraiment, on va dire, un peu plus... Il y a même pas de concurrence déloyale, en fait. C'est même pas... C'est un business model différent. Mais que ça les affecte, oui. Je pense que le e-commerce les affecte plus que Emmaüs, quoi. Faut arrêter de déconner, quoi, au bout d'un moment. Mais c'est justement ça. Emmaüs, ses proches, on peut s'en prendre à eux parce qu'ils n'ont pas de défenseurs. Ils n'ont plus ils ont plus ce lustre qu'ils avaient avant. Alors que s'en prendre à Internet, d'abord, c'est quelque chose de très vague. Oui. Surtout il y a 7 ans encore. Le terme e-commerce, c'est assez récent quand même. Et aussi, la façon dont on répand les rumeurs. Un stock de nouvelles chaussures qui n'ont pas de charge, qui font du bénéfice. Ils ne font pas du bénéfice. Ils redistribuent tout ça en repas, en aide aux pompiers, etc. C'est pas un business model, ça. Enfin, après, sur ça, même sur ça, tu vois, moi, je vois aussi un problème. Parce que Emmaüs, c'était les plus démunis. Oui. Le redistribuer aux pompiers, je pense pas que ce soit la mission principale d'Emmaüs. Non. Mais il y a quand même cette notion de pas à profit personnel. Oui, bien sûr. Mais c'est déjà effectivement une dérive. Oui, mais déjà, il y a une dérive sur la mission. À la base, ça devait vraiment être pour aider les sans-abri. Le modèle fonctionne aussi comme ça que Emmaüs grandit quand il revend, et ça permet de créer des communautés où tu as des sans-abri qui viennent pour aider à ce que les communautés grandissent. À ce moment-là, tu as des personnes qui viennent de la rue, qui sont tout à fait valides, qui pourraient même avoir un travail si elles pouvaient en avoir. En France, mystérieusement, elles n'en ont pas. Et elles ont un logement, elles ont des vêtements. Le but d'Emmaüs, de toute façon, au départ, c'était de les réinsérer socialement. Oui. C'était sortir les gens de la rue. Enfin, moi, c'est toujours comme ça que j'ai perçu Emmaüs. Peut-être que je me trompe. Et c'est encore ce que Emmaüs propose de faire. Oui, mais bon, quand tu vois la répartition de leurs gains... Après, là, on est sur du local. Mais si... Ça serait intéressant de savoir si la redistribution, elle est gérée localement par unité Emmaüs, ou si... Ça, c'est une chose très importante que l'abbé Pierre voulait éviter, c'est qu'on centralise trop Emmaüs. D'accord. Il pensait que si on créait une disposition pyramidale, il y aurait forcément des abus qui se créeraient de façon très haute. Et il était plus pour justement une dispersion. D'accord. Ça n'empêche pas de certaines communautés de grandir énormément et d'y avoir une forme de... Maintenant, c'est centralisé par voie de fait. Il y a Emmaüs France, il y a aussi Emmaüs International. Mais la plupart des communautés sont presque autogérées. Maintenant, vous allez voir que là, la perception d'Emmaüs a changé par les commerçants, mais aussi par les personnes qui travaillent à Emmaüs. Ce qui à base était du volontariat, des personnes qui n'avaient plus rien, qui réussissaient à avoir ce radeau de survie, proposent comme vision de cette association.
On espère que cette grève ne durera pas parce qu'on estime qu'on n'est pas dans une entreprise comme chez France Télécom ou chez Total ou Ikea où on laisse pourrir les conflits. Je pense que sur ce conflit, on souhaite qu'Emmaüs soit un exemple pour les autres entreprises et on espère qu'elle nous fera des propositions sérieuses sur les salaires et sur les conditions de travail et un véritable dialogue social. Également que ça change. Emmaüs est une grosse association. Le plus bas de l'échelle, c'est les compagnons, avec un statut, alors là, travailleur solidaire, pas reconnu salarié, donc un pécule de 240 € par mois. Après, bon, il y a tous les contrats aidés, 20 heures par semaine, voilà, 500 € par mois. Et après, bon, c'est des moyennes autour du SMIC. Voilà. Avec ce bon Gérard. Pour clôturer. Là, toute la protestation était plus dans une logique de lutte contre le patronat. C'était pas... déjà, moi, j'ai du mal avec le principe d'association, et là, on parle de grève salariale. Voilà. Ils ont le discours d'une entreprise, en fait. Vis-à-vis d'une entreprise. Oui. Ils les perçoivent comme Emmaüs qui fait des bénéfices, qui doit redistribuer à ses employés pour qu'il y ait une répartition des gains dans la structure, pas vers l'extérieur, pas vers l'aide extérieure. Il faut savoir qu'Emmaüs a un certain statut particulier au sein des associations. Ça reste une association loi 1901, mais elle a par exemple le droit de rémunérer symboliquement, ça faut le dire, les personnes qui y vivent. Il ne s'agit pas de leur donner un salaire, c'est qu'il faut un minimum d'argent. Mais ces personnes sont nourries, logées, elles sont aidées à la réinsertion ensuite. Oui, il faut pas voir ça comme... faut pas voir ça comme un travail, en fait. Voilà. Si on va à Emmaüs en disant « je vais trouver un travail », on se trompe d'école. Il faut chercher dans une entreprise le travail. Emmaüs, c'est vraiment pour sortir de la précarité, pour aider les autres à en sortir surtout. Là, il y a la protestation des personnes qui ont travaillé sous l'aspect du salaire. Mais il y a aussi une autre protestation qu'il y a eu, preuve qu'il y a des abus, des gens qui font des promesses qui ne tiendront pas, au nom d'Emmaüs. Donc ils prennent la vitrine Emmaüs pour promouvoir ce qu'ils veulent, et en échange, ils obtiennent de la main-d'œuvre pas chère. Voici une courte vidéo. Si ce n'est pas de l'esclavage, c'est du quoi? Alors, on n'est pas là pour salir l'image d'Emmaüs, non. On demande juste notre droit qui nous revient. C'est tout ce qu'on demande. C'est de l'esclavage qu'on vive là. On travaille 40 heures par semaine pour gagner 150 € par mois. C'est vraiment catastrophique. Le bénévolat, c'est en quelque sorte donner quelques heures de son temps, mais ce n'est pas faire 40 heures par semaine. J'ai fait des travaux ici à Emmaüs, des travaux qui méritent 3 à 4 personnes. Et lorsque je finis ces travaux, on me met encore sur d'autres types de travail avec des pressions très intenses. Je n'avais pas de choix parce que il y avait les menaces d'expulsion. On me disait ça, les responsables précisément. Si tu ne fais pas le travail qu'on te donne, tu libères l'appartement et tu retournes en Afrique. C'est du racisme, ça me blesse, ça touche ma dignité et je me sens comme un être humain de seconde catégorie. Quand je suis enceinte, je travaille jusqu'à le jour où je vais accoucher. Je travaille jusqu'à le dernier jour. Mon 12e enfant, je travaille jusqu'au soir et la nuit. À 23 h, j'ai pris le bus pour aller à l'hôpital. J'ai accouché le matin. Non, après l'accouchement, il n'y a pas de repos. La quasi-totalité des bénévoles, c'est la promesse qu'ils ont reçue. C'était de travailler durant 3 ans et au sortir de ces 3 ans, ils devraient être régularisés. Et donc, ils se sont donnés corps et âme. Donc, c'est ça aussi qui nous motive. Parce qu'on n'a pas... C'était
la promesse qui a été faite pour faire venir ces gens à Emmaüs, c'était justement qu'ils étaient sans papier et qu'après 3 ans de travail en France, on a le droit de se faire régulariser plus facilement. On a le droit de demander un permis de séjour, etc. Emmaüs n'est pas une entreprise qui fait du travail, mais certaines personnes les ont attirés pour qu'ils travaillent à leur solde, dans les conditions d'Emmaüs, donc sous couvert de l'association Emmaüs, qui a certains avantages. On les a fait travailler en temps normal, 40 heures par semaine, pour différents travaux, couture, récupération, ou dans le bâtiment. Et aussi, ça permet de les loger directement à l'emplacement où il faut, et aussi les nourrir. D'avoir le contrôle aussi sur eux. Totalement. Ces personnes-là auraient dû essayer de trouver un travail. Aller à Emmaüs pour avoir un travail français, c'est pas ça. Emmaüs, justement, c'était la planche de survie. Oui, et puis j'estime qu'à partir de 40 heures de travail par semaine, on n'est plus dans le bénévolat. Mais c'est... On peut caractériser ça, enfin, juridiquement, on peut caractériser ça comme du travail dissimulé. Bon, là, il y a de l'abus, tu vois, il y a de l'abus de pauvreté. De l'abus clair. Et des fausses promesses aussi. Parce que Emmaüs n'est pas autorisé à faire, n'a pas de statut pour le dire, on régularise maintenant ces personnes. Par contre, des personnes qui sont passées sur le territoire français pendant 3 ans. Non, mais par contre, une chose qui est sûre, c'est que tu vois que le projet est passé dans les mains des politiques. Parce que s'il y a ça à la clé, ça veut dire que ça existe. C'est qu'il y a quand même eu des exemples de régularisation. Si les attire, c'est que, tu vois, c'est qu'à un moment, le politique est arrivé dans Emmaüs. Oui. Mais justement, Emmaüs n'est pas une entreprise fermée, c'est pas une mafia. Emmaüs est à découvert, transparente normalement. On sait ce qui s'y passe. Il y a l'appui des autorités qui aident, qui même déposent des gens Emmaüs quand ils voient qu'il y a un pépin. Oui. Voilà. Pour Emmaüs, vous voyez donc le changement de statut qu'il y a pu y avoir depuis la disparition de l'abbé Pierre en 2007. Il n'y a pas si longtemps en fait pour qu'il y ait tel changement au sein d'une association comme ça. L'abbé Pierre n'étant plus là et donc plus personne pour surveiller sa volonté primaire qui était vraiment de l'aide de première main au plus bas niveau pour aider les gens. Parce que oui, logement indécent, je comprends, mais quand on est à la rue, on prend tout ce qu'on a. Je sais ce que c'est. Il faut vraiment, on accepte la main qu'on nous tend. Et ensuite, on ne va pas dire qu'ils ont été logés de façon insalubre. Si on prête un lit à un copain dans le coin de son salon, c'est mieux que la rue. C'est mieux que la rue. Et il y a eu la même chose qui est arrivée pour les Restos du Cœur. Pour le Resto du Cœur, ça a été encore plus rapide en fait comme processus. Parce que Coluche est mort assez vite en fait. Et les Restos du Cœur ont continué évidemment à exister, mais la récupération, les tours de manège qu'on peut faire autour, parce que c'est devenu extrêmement populaire les Restos du Cœur, parce qu'il y a un rayonnement médiatique bien supérieur à celui d'Emmaüs. Les Restos du Cœur, c'est beaucoup plus vendeur. Oui, parce que déjà, il y a le spectacle avec les enfoirés. Exactement. Bon, les scandales on va pas mettre de vidéo pour ça, mais on peut les énumérer. Notamment, comme quoi c'était un peu le tremplin de carrière pour des artistes qui sortaient, on va dire, de télé, de variété. Pour se redorer une image aussi. Pour gagner de la popularité. Et du bénévolat contre des conditions, avec des exigences de tel calibre, de tel... Enfin, on va pas revenir dessus. Je pense que, voilà, les faits sont connus aujourd'hui. Oui. On les rappelle. Parce que c'est important. Tout ça vient après la mort de Coluche. Coluche avait la main. C'était les bénévoles qui le faisaient. Tu voyais, c'était des artisans, chômeurs, qui donnaient leur camion, là, qui passaient 2 heures. Et ils arrivaient à faire quelque chose qui tenait la route. Sauf que la misère, aujourd'hui, est de plus en plus galopante, d'autant plus sous la période d'inflation qu'on est en train de connaître en France actuellement. Et déjà, tu vois comment Coluche présente, comme on l'a vu là en 1985. Et là, on va mettre justement une vidéo pour montrer justement le sujet qui fait actuellement tendance sur Twitter, justement de l'appel aux dons du directeur de l'association des Restos du Cœur. On voit déjà que dans le look, on est très loin de l'aspect français travailleur. Ouais, voilà. Et puis bon, on voit très bien la manipulation crasse, encore une fois, qui est utilisée.
il amorce quelque chose de politique pour regagner en popularité pour Macron. Vous allez voir, c'est aussi flashant que la différence entre le discours de l'abbé Pierre et la vidéo de présentation dessinée par des enfants. On a eu le reportage sur Coluche, qui agit physiquement pour aider les gens, qui parfois aussi parle aux politiciens, mais pour les recadrer justement. Et vous allez voir maintenant l'appel aux dons. Ça sent. Patrice Douret, on vient de voir la situation. Ça sent le fake, mais à plein tube. Je préfère quand même le dire, ça c'est mon ressenti. Maintenant, on va regarder la vidéo et n'hésitez pas à dire dans le chat ce que vous en pensez. Patrice Douret, on vient de voir la situation extrêmement tendue à l'échelle d'un centre. Qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle nationale? Où en êtes-vous aujourd'hui? Je crois qu'il faut se rendre compte que l'inflation est d'une violence inouïe. C'est de pire en pire. Déjà, à la fin de l'hiver dernier, nous avions alerté sur l'augmentation très sévère du nombre de personnes que les Restos du Cœur ont accueillis. Et les chiffres cette année sont encore en aggravation, avec 35% de repas supplémentaires servis par rapport à l'an dernier. Ça veut dire combien en millions de repas, pour bien comprendre? Deux chiffres pour vraiment avoir pesé cette réalité. L'an dernier, les Restos du Cœur ont distribué 142 millions de repas, gratuitement bien sûr. C'était déjà terrible, et là nous en sommes à plus de 170 millions de repas distribués par les Restos du Cœur. Très clairement, aujourd'hui, ce n'est plus tenable. Et il faut être aussi très concret. À ce rythme-là, si l'on n'y fait rien, même les Restos du Cœur pourraient mettre la clé sous la porte d'ici 3 ans. Parce que vous êtes vous-même confronté à cette inflation, on le dit, hein, vous achetez une partie de ce que vous donnez à vos bénéficiaires. Vous avez aujourd'hui des problèmes de trésorerie, c'est ça? Aujourd'hui, c'est très difficile, effectivement. Votre reportage l'a très bien dit, d'abord humainement. Pour nos bénévoles sur le terrain, c'est extrêmement compliqué. Ils sont épuisés et je tiens à souligner le travail exceptionnel qu'ils font, notamment depuis la crise sanitaire. Et puis, vous l'avez dit, financièrement. À cause de l'inflation, la crise énergétique, et il faut savoir que les Restos du Cœur achètent plus du tiers de ce que l'on distribue gratuitement, avec le même impact de hausse des prix, eh bien, nous allons devoir prendre des mesures très difficiles et notamment réduire fortement le nombre de personnes que l'on va accueillir dès la prochaine campagne. Dire non à des gens qui se présenteront. Dire non à des personnes à qui on aurait dû dire oui l'hiver dernier. Et surtout, ce qui est encore plus terrible, c'est que les personnes que l'on va accueillir, eh bien, nous allons devoir leur donner moins de produits. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous nous avez demandé de relayer un appel à l'aide. On ne pourra pas s'en sortir tout seul. Aujourd'hui, je lance un appel aux forces politiques de notre pays et aux forces économiques également. C'est important pour nous parce qu'encore une fois, malgré les mesures qui ont été prises, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros qui vont manquer pour pouvoir absorber ce flux de personnes que nous recevons aujourd'hui. Nous avons alerté sur cette situation déjà depuis plusieurs mois, le gouvernement et notamment la Première ministre et le Président de la République. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas suffisamment entendus. Je dirais même peut-être pas suffisamment pris au sérieux. Nous demandons des réponses concrètes, précises, immédiates et le lancement d'un plan d'urgence alimentaire. Et c'est pourquoi nous nous tournons aussi vers les forces économiques de ce pays. Je crois que nous avons la chance d'avoir des grands groupes qui réussissent, des entreprises performantes. Je leur lance un appel solennel. C'est maintenant qu'il faut venir nous rejoindre pour nous aider et essayer de franchir ce cap. Vous savez, Anne-Claire Coudray, on n'a pas l'habitude au Resto du Cœur de crier au loup trop souvent. On remerciera quand même le service communication de l'Élysée de lui avoir fait un joli texte quand même. Hein. Ne pas être alarmistes, mais soyons réalistes. Les digues sont en train de lâcher et je crois qu'il faut agir avant qu'il soit trop tard. Merci beaucoup, en tout cas, déjà de nous avoir sollicités pour que l'on puisse Oui, c'est vrai. Gobelin 619, il est très corpo. C'est vrai, t'enlèves le badge, tu dis c'est un type à la cool, qui n'a pas la cravate, mais qui travaille en corpo. Vous voyez la différence de présentation. Coluche appelait au don, mais aussi faisait avec ce qu'il avait. Là, on tire plus sur la sonnette d'alarme parce que les coûts de fonctionnement sont devenus trop grands pour les Restos du Cœur, qui a cru. Et en même temps, ils ne peuvent plus tenir le rythme. Ça aussi, c'est la preuve qu'on est à l'initiative de quelque chose de très bien pour aider momentanément les gens. Le gouvernement, loin de saisir l'exemple, se repose sur ses digues en disant tant que ça ne cède pas, tout va bien. Un message a été supprimé. Ouais. Bon, d'accord. Ah, il a balancé un URL, c'est pour ça.
Désolé, Pyred. Mhm. On a le bot, Il empêche n'autorise pas l'envoi de liens à partir du chat. Mhm. Donc, appel aux dons, mais maintenant, plus comme diraient certains, ceux qui ne sont rien qui s'entraident. Non, là, ils demandent aux grands groupes, aux politiciens, aux nantis, qui nous apportent de l'aide. Ce qui nous conduit naturellement aux dons. Attends, je peux rebondir. Bon, il y a quand même quelque chose. Tu vois le truc, parce que bon, maintenant il y a quelques jours qui sont passés, on a vu l'opération médiatique. L'opération médiatique, pour moi, elle s'est faite en plusieurs temps. On envoie la figure des Restos du Cœur qu'on a sous contrôle pour les objectifs. Tu vois que c'est clairement un discours. On a des entreprises performantes. Tu vois, c'est un discours de technocrate. Tu vois que c'est. Attention, ça n'empêche pas d'être une personne qui peut être très bien intentionnée, mais c'est pas du tout le même rapport qu'il y avait avec Coluche qui. Moi, je le vois comme quelqu'un d'instrumentalisé. Oui, par ses sentiments, par ses intentions. Il n'est pas atterri au Resto du Cœur pour faire aussi de l'argent. Peut-être c'est aussi pour faire bien. Mais on ne peut pas connaître ses intentions. Mais c'est vrai qu'il y a un côté extrêmement posé, discours, réclame. Donc, en réponse de ça, bizarrement, dans les jours qui ont suivi, ou les heures, je crois même que c'est les heures, hein, il y a eu une réaction très rapide d'une personne inattendue. Ou très attendue. Puisqu'il est coutumé des faits. On vous rappellera la façon dont il est lié à l'affaire de façon très intéressante à la fin, la petite pointe. Voilà. Nous n'allons pas dire merci à 10 millions d'euros qui sont donnés au Resto du Cœur. Un instant. Le problème, c'est pas l'homme, en fait. C'est ce qui est devenu les Restos du Cœur. Les Restos du Cœur agissent toujours pour aider les gens. Mais là où les Restos du Cœur ont été un organisme fonctionnel qui est aidé par les bénévoles et par les dons de tous les particuliers, là maintenant, c'est devenu je vais dire entreprise en plus. Non, ça tend vers ça. C'est devenu un groupement qui, rien que pour fonctionner en tant que tel, a besoin d'énormes quantités d'argent et ne peut plus fonctionner sur le modèle originel qui était l'entraide avec le voisin, l'artisan chômeur par exemple qui avait du temps libre et qui pouvait donner un petit peu de son temps et de son matériel pour aider les gens. Et je vois que Diana Prince dit, je ne suis peut-être naïf, mais je ne vois pas de problème avec cet homme. Le problème, c'est le discours. On sent que le discours, en fait, on sent que c'est un maquillage. Ça vient pas du cœur. Ça vient pas du cœur. En fait, actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement, enfin Macron en particulier, est dans les sondages, a fait une belle dégringolade. Et puis rien de mieux que les Restos du Cœur pour dire que Macron est un bon président, pour le donner le côté héros. Et en fait, ce qu'on voit, donc là, on voit que par exemple Bernard Arnault a donné 10 millions d'euros. Sauf que moi, je vois un parallèle, par exemple, avec Notre-Dame. Où là, c'était Macron qui nous avait fait un discours qui... En fait, tu pourrais remplacer cet homme par Macron. Oui. Tu calques le même discours, tu n'y vois que du feu, en fait. En fait, la différence, si je devrais te dire... C'est l'incarnation du personnage. C'est ça, et aussi les tripes. L'abbé Pierre, il tapait du poing sur la table. Coluche aussi. Il était scandalisé quand il protestait. C'était un comique sur la scène, mais dans la vraie vie, c'était quelqu'un de concerné. Il rigolait pas avec la misère sociale. Là, on voit un détachement. C'est ça. Il parle, il veut froisser. Personne, c'est posé, c'est calme. Et puis peut-être que du fait que ce soit plus les fondateurs initiaux, on voit aussi que l'argent est peut-être mal géré. Étant donné que bon, ces gens-là sont des accès du problème, c'est pas leur initiative, donc ils n'ont pas d'impact émotionnel sur sur la cause. Ils ont aussi un détachement parce qu'en fait ils sont très loin de cette problématique. Aussi en même temps. Mais c'est un travail. C'est comme tu l'as dit. Pour eux, c'est un travail. C'est une carrière. Et moi, je pense qu'on dépense très mal son argent. Enfin,
Quand c'est son propre argent, on le dépense mieux que le donner à quelqu'un pour qu'il le dépense pour nous. Faut avoir... Et je pense il y a aussi des dérives de gaspillage. Peut-être. Des dérives. Des dérives. Justement. Qu'on a pu voir dans le monde associatif. Notamment, tu te rappelles le scandale des pièges jaunes où le président s'était acheté une nouvelle voiture de course à l'époque. Il a dû porter des sacs entiers pour appuyer la bagnole. Mais ce que je veux dire, c'est que justement, il faut une personnalité très spécifique pour pouvoir canaliser ce flux d'argent et s'assurer qu'il arrive aux bonnes personnes. C'est pas à la portée de tout le monde, c'est pas une question juste d'organisation, c'est une question d'intention à la base. C'est pour ça que il faut aussi avoir à tête que ce sont à la base des mouvements ponctuels. On veut aider les gens à ce moment-là, on prend ces méthodes-là. Parce qu'on n'en a pas d'autres. Et si on étale ça dans le temps, qu'on continue, même après la disparition des personnes qui a commencé, au lieu de commencer quelque chose de nouveau, qu'on essaie d'agrandir un tel modèle qui était censé être juste pour quelques années, une dizaine, grand maximum 20 ans, ces associations se changent, elles ne sont plus aussi directes en fait. Et c'est là que commence le gaspillage. C'est quand il y a trop d'intermédiaires, quand c'est pas directement au contact. Oui. Si je vois que tu as faim et que je te donne un morceau de pain, tu vas le manger. Si je donne à telle personne... tu dois aller voir le gars pour signer le formulaire, pour avoir le morceau de pain. Mais après, il faut la validation de l'autre personne pour savoir si tu as le morceau de pain. On crée toute une chaîne d'intermédiaires dans une construction qui devient pyramidale au fur et à mesure. Et finalement, on s'éloigne de ce qu'on voulait faire. On devient une personne morale. Ce qui est une entreprise. Et ces entreprises, parce qu'elles deviennent au fur et à mesure des entreprises, sont réutilisées par des investisseurs pour investir, pour gagner de l'argent, pour gagner de la visibilité, de la popularité, en vue de projets plus grands. Revenons à la vidéo sur le don de Bernard Arnault. Nous n'allons pas dire merci à 10 millions d'euros qui sont donnés au Resto du Cœur. Elle manque pas d'air, elle. Si Bernard Arnault a la possibilité de donner comme ça 10 millions d'euros, ce qui représente, je crois, 0,0005% de son patrimoine, entre nous, eh bien, ça veut dire qu'il a les moyens de payer un impôt de solidarité sur les fortunes. Il a les moyens de contribuer un peu plus au budget de l'État. La Cour des comptes établit que LVMH aurait au moins évité de payer 518 millions d'euros d'impôts sur les sociétés. 518 millions d'euros d'impôts. Vous voyez, c'est 50 fois plus que le don de Bernard Arnault. Donc j'ai envie de dire, charité bien ordonnée commence par payer ses impôts, quoi. Je suis pour la solidarité, pas la charité. Monsieur Bernard Arnault va donner 0,004% de sa fortune personnelle. C'est comme si quelqu'un qui avait un petit bas de laine de 10 000 euros donnait 4 euros, d'accord ? Si ce gouvernement se décidait finalement, ce pourquoi nous allons nous battre dans le budget, à enfin taxer les riches de ce pays, qui s'engraissent pendant que la majorité sociale du pays est en train de s'appauvrir, eh bien nous serions dans une toute autre situation. Ils font ce geste, je pense que ça doit être salué, ce geste. Mais je pense que les gens de la France insoumise ont quand même la haine au cœur et la haine comme moteur, quoi. Là, dans le climat de Fiel, vit Manon Aubry pour se moquer d'un don personnel de 10 millions d'euros de Bernard Arnault, sans défiscalisation, afin d'aider la mission des Restos du Cœur. Parraine du riche, cette gauche-là n'hésite plus à bazarder ses fondamentaux de solidarité. Alors, tu avais soulevé quelque chose d'intéressant au sujet de la défiscalisation. C'était que c'était seulement à la fin de l'année que l'on pouvait défiscaliser ses dons, et jusqu'à présent, du temps que ce n'est pas l'année qui est passée, on ne peut pas se prononcer là-dessus. Voilà. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'encore une fois, dans la réaction de la gauche, on se base sur un discours un peu, voilà, on veut chercher encore l'émotionnel, alors qu'on se pose pas vraiment les vraies questions. Mais bon, peut-être qu'ils servent la soupe,
peut-être qui sont peut-être instrumentalisés contre eux, enfin, inconsciemment. Oui, mais ce genre de réaction est prévu dès le départ. Ils savent qu'en envoyant une telle info, ils arrivent à supposer la réaction, par exemple, de LFI. Là où la plupart des dons des petites gens sont anonymes. Tout à fait. C'est ça aussi un grand changement. Quand vous donnez à quelqu'un dans la rue, ou que vous ne donnez pas votre nom, vous direz à tous tes amis que je suis telle personne qui s'appelle comme ça. Et de dernière minute aussi, j'ai vu que la liste s'allonge. Il va y avoir aussi l'équipe de France de football ou de rugby, je sais plus c'est quelle équipe, mais l'équipe de France qui va aussi donner 500 000 euros. Et l'État se dit, je donne 15 millions, en prenant le nom de Bernard Arnault. Donc, on revient aussi sur la défiscalisation. Je pense que oui, effectivement. Les bilans comptables de LVMH sont pas encore clôturés pour l'année 2023. Il y a encore quelques mois, il peut encore faire des choses, de grandes choses. Et une information chasse l'autre, on sera déjà passé à autre chose. Sacré Bernard Arnault, ce bienfaiteur. D'où l'importance de la mémoire, il ne faut pas oublier des éléments intéressants. Il faut revenir aussi, donc, on trouvait ça intéressant, on est tombé sur la fiche de Bernard Arnault sur Wikipédia, et on trouvait ça vraiment intéressant de voir un peu comment Bernard Arnault a fait sa fortune. Et peut-être là, on va soulever des questions morales. Oui. Et on va peut-être trouver des points de corrélation entre... D'étranges corrélations qui sont survenues. On ne le cherchait pas à la base. C'est juste passé comme ça, en fait. Alors, souvenez-vous, les Restos du Cœur, c'est 1985. C'était parce que la France était rentrée dans une grande nouvelle période de pauvreté, qui avait commencé justement par le nord de la France, par la désindustrialisation du textile. Donc, il faut savoir que bon, à l'élection de Mitterrand, Bernard Arnault s'est exilé aux États-Unis par peur du coco. Il a perdu. C'est la seule fois, je pense, qu'il a vraiment mis son argent en jeu dans tous ses business. Vous allez comprendre où je vais en venir bientôt. C'est la première fois où il a mis son argent en jeu et qu'il a perdu. Je crois que c'était 4 millions. Attends, ils doivent peut-être le dire. Non, ils le disent pas. Mais de mémoire, il me semble que c'était 4 millions. À vérifier. 4 millions. Il est revenu ruiné. Et après, il est revenu, comme on dit, la queue entre les jambes. À la maison. Quand il a vu que Mitterrand n'était pas un danger comme il l'imaginait. Voilà. Et en 1984, Bernard Arnault est de retour en France. Un de ses amis, Michel Godet, lui présente le dossier Boussac, dont le gouvernement de Laurent Fabius, en conflit avec les frères Willow, n'arrive pas à se dépêtrer depuis les années 70. Le groupe Boussac, racheté en mai 78 par les frères Willow, fait face, comme l'ensemble de la filière textile européenne, à des grandes difficultés économiques. Cette situation économique précaire dissuade les investisseurs. Le gouvernement français successif souhaite trouver une solution industrielle à cette impasse et du fait des enjeux importants en matière d'emploi accordant 999,9 millions de francs d'aide et de subventions entre 1982 et 85 au groupe Boussac. Donc, bon, il faut savoir, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu donner 1 milliard, mais on peut considérer qu'il a reçu 1 milliard de fonds d'aide publique de francs. Même si on le convertit aujourd'hui en euros, on est loin des 10 millions. Oui, mais à 1 franc près, peut-être. À 1 franc près. Et ce qu'on peut voir par rapport à cela, c'est que ça correspond aux années 1985. L'instant, c'était... À l'issue de ça, il lance des grands plans de licenciement. Et en fait, tout le bassin du textile en question est dans le Nord. 1985, création du Resto du Cœur. Le Nord désindustrialisé, toutes les familles qui se partent à la rue à cause de la désindustrialisation. Donc cette origine-là, pour cette précarité familiale énorme qu'il y a eu, pile en 1984. Et 1 an après, Coluche dit, il y a un vrai problème là, il faut qu'on fasse quelque chose.
et PAF Création des Restos du Cœur. Nous voilà maintenant 15, 20, 38 ans plus tard. Oui, 38 ans plus tard. Et Bernard Arnault revient en sauveur. En sauveur, dans une situation qu'il a en partie créée. Et bon, rappelons-le que c'est d'investissement. Boussac lui a permis après de créer LVMH, toutes ces entreprises qui marchent. À la base, Bernard Arnault s'est fait avec de l'argent public. Le fait qu'il vienne redonner 10 millions, quelle indécence. Quelle indignité. Quelle indignité. Et le fait aussi que l'État, et c'est là qu'on voit peut-être, tu vois, le bisbis, tu vois, entre les hommes d'affaires et les politiques. Le fait qu'ils mettent le don de 10 millions d'euros de Bernard Arnault dans l'aide de l'État, s'il s'inclut dans la fortune de Bernard Arnault. Non, il y a dû y avoir un plaisir à dire, on va faire passer ça comme ça, vous allez voir, c'est symbolique, vous comprendrez plus tard. Enfin, en tout cas, on voit que de toute façon, c'est souvent comme ça aujourd'hui sur toutes les associations qui ont perdu leurs dirigeants initiaux. On sent que c'est récupéré politiquement, c'est détricoté, c'est dépiossé. En fait, un peu comme Boussac finalement. C'est un peu l'histoire qui se répète. Oui. Ces associations sont nées pour de bonnes raisons, ont eu une période de florissement importante, mais passé quand le parent initial a disparu, elles ont été vampirisées au fur et à mesure par des personnes qui voulaient profiter de leur influence, qui voulaient se faire un petit peu d'argent à gauche, qui voulaient avoir leur part du gâteau, alors qu'à la base, c'était pas censé être un gâteau, c'était censé être de l'aide redistribuée. Et aujourd'hui, justement, on assiste à justement comme des associations zombies qui servent encore à faire une belle photo pour un politicien par-ci, ou pour... Bon, là, c'est une quête de popularité. Une quête, tout simplement. Une quête de popularité. Dans le cas des Restos du Cœur, là, ce coup de com', c'est ni plus ni moins pour profiter à Macron. C'est instrumentalisé, c'est une mauvaise comédie. Ouais. Et l'État qui donne aussi, c'est la preuve que l'État reconnaît que c'est d'utilité publique comme association, que c'est nécessaire. Surtout ce gouvernement-là, il ne va pas lâcher 10 millions ou 15 millions comme ça. Alors au lieu de prendre le problème sur soi et commencer à agir comme l'État devrait le faire, non, on donne encore à l'association, on dit que si quelque chose ne marche pas, c'est les Restos du Cœur qui n'ont pas réussi à se saisir du dossier. Et nous, on a essayé de les aider. C'est pas comme ça que ça devrait marcher. Enfin, dites-nous, là on va regarder un peu les commentaires, voir un peu ce qui a été dit. On va répondre d'abord dans un premier temps les questions. Je vois que Julien Lebleu a écrit « La misère est devenue un business. Le fait de passer à la télé pour quémander tout de suite, le gouvernement débloque des fonds. Il pouvait pas faire ça en interne à l'Élysée. » C'est justement ça. C'est que pourquoi le faire en interne à l'Élysée quand on peut encore tirer sur la corde? En interne à l'Élysée, ça rendrait service aux Français, mais pas au gouvernement. Le gouvernement doit redorer son blason par ce genre d'action. Donc après, je vois Petit Zérin, salut, c'est qui Yvan? C'est moi Yvan. Voilà. Donc voilà pour la présentation justement sur les associations caritatives qui sont vampirisées. Par contre, la chose que ça montre, c'est que quand on a un acteur fort au début, une personnalité qui a une bonne intention, elle peut faire la différence et de façon très longue. C'est peut-être là qu'il faudrait commencer quelque chose de nouveau. Il faut être une personnalité d'une forte... qui puisse dire non à certains politiciens, dire non à certaines personnes qui veulent faire de la people, qui veulent juste agir correctement. Et à nouveau, créer peut-être une association encore supplémentaire qui pourrait à nouveau canaliser correctement les dons, revenir quelque chose de basique, pas de grande fonction pyramidale. Si vous avez des questions ou même des remarques, En tant que sur le sujet, si vous trouvez qu'il y a quelque chose de pertinent, n'hésitez pas. On voit que Gobelin 619 dit c'est assez désespérant de voir ceci. Oui,
Surtout que bon, en fait, une association a pour but d'aider. Mhm. Et le fait qu'on en arrive dans des vieilles magouilles de politiciens dégueulasses et que, en fait, finalement, ils ne règlent pas les problèmes, mais les alimentent. Mhm. C'est ça, c'est jouer sur la misère. C'est Mhm. l'irresponsabilité totale, en fait. Ça n'engage que moi. C'est peut-être fort, mais... Non, mais c'est ça. Et en même temps, l'association va pas renoncer aujourd'hui à de l'argent parce qu'il vient d'une qu'il considère comme indigne. Non. Dans cette situation-là, les Restos du Cœur aussi sont bloqués. Ils doivent accepter l'argent d'où qu'ils viennent pour aider les gens. Ils sont déjà obligés de refuser certaines personnes. Les personnes qui gagnent pour moins les aider, c'est malheureusement pas d'eux que va venir la solution. Il faudrait soit une remise à zéro pour certaines associations, soit à nouveau une nouvelle idée. C'était dans les années 55, c'était dans les années 85. Là, il est peut-être temps de faire encore quelque chose de nouveau. En 2025, par exemple, si la France est encore là à ce moment-là. Mais le problème, c'est que tu sais très bien que, avec la pauvreté, tu vois que le monde associatif aussi est en péril. Enfin, à mes yeux, il est en péril. Parce que le bénévolat, il faut être bien. Donc, quand tu vois les scores de pauvreté qu'il y a actuellement en France, Oui. enfin, le taux de pauvreté qu'il y a actuellement en France, mais c'est là qu'il faudrait trouver une idée. Le monde associatif est même en péril. C'est pour ça qu'il faut trouver quelque chose de nouveau. Quelque chose de... Une nouvelle idée. Pas les vieilles solutions. Les vieilles solutions ne marchent plus maintenant. Elles seraient encore plus vite récupérées. Je sais pas... Non, justement, je sais pas. Si quelqu'un a une bonne idée, ou même non, je pense que le une meilleur proposition. moyen, c'est de toute façon ce qui est le plus efficace, c'est à petite échelle et individuellement. C'est là que les gens, enfin. Mais c'est comme ça que ça a commencé. Mais actuellement, tu vois que de toute façon, même actuellement, il y a encore une nouvelle forme de pauvreté qui commence des nouveaux, ce que j'ai envie de dire, des nouveaux SDF qui commencent, des nouveaux profils de SDF qui commencent à arriver dans la société française. Et tu vois que les gens deviennent sensibles, ne veulent plus justement donner de crédit aux associations. Ce qu'on voit, c'est plutôt de la démarche individuelle. Moi, j'ai eu des discours dans mon entourage de gens qui m'ont dit que qui n'ont jamais pris part au monde associatif, mais qui font des démarches individuelles pour essayer de temporiser un problème. Donc, je pense que ce genre d'initiative personnelle va se multiplier et que comme à chaque fois un politicien touche quelque chose, il finit par dénaturer la chose et finit par mourir. Donc le monde associatif, je pense qu'il est vraiment en péril. Ça, c'est ma... Oui, sous sa configuration actuelle, ça ne va pas continuer comme ça et être aussi pratique. Le gouvernement qui tente à tout prix de redorer son blason. Oui, toujours bien. De toute façon, Il crée de la misère pour après jeter les miettes de pain aux personnes, voulant dire jeter des miettes de pain en voulant dire aux personnes, regardez, je suis quelqu'un de bien. Attends, je vais relire parce que... Julien Lebleu, c'est vrai, il crée la misère pour après jeter les miettes de pain en voulant dire aux personnes, regardez, je suis quelqu'un de bien. Oui, bah c'est ça, c'est du faux mécénat en fait. Diana Prince, ISF. Donc voilà. En tout cas, ça nous fait... c'était un sujet qui tenait à cœur particulièrement à Adam. Oui. Et on voulait absolument le traiter. Et c'est vrai que... Bien qu'il faut... Je rajoute un petit truc. C'est assez complexe. C'est complexe à expliquer, mais les mécanismes sont quand même... sont subtils. Oui. Et ça ne doit pas vous empêcher de vouloir aider oui. les personnes quand vous voulez. Et ces associations aussi. Par exemple, pour Emmaüs, vous pouvez aussi aider Emmaüs. Vous pouvez aussi aller au Resto du Cœur si vous n'avez pas d'argent. Vous venez en tant que bénévole pour aussi quelques heures de votre temps. Ça les aidera déjà beaucoup. Voilà. Mais on se dit que sur la durée, il faudra rechanger ce mode de fonctionnement. Mais ça ne doit pas vous empêcher d'agir à l'échelle individuelle. C'est l'aide la plus directe et vous savez que vous agissez bien. Vous contrôlez votre mouvement et votre destination et l'aide que vous apportez. Gobelin 619 qui dit le gouvernement est la cause et la solution. Oui, comme Bernard Arnault. Comme Bernard Arnault. Donc, on va revenir dans, j'imagine, une dizaine de minutes en nouveau. Voilà. Et on va vous laisser
nos petits politiciens habituels. Donc, vous ne voyez pas, le sujet prochain, c'est L'inflation. l'inflation liée à l'énergie et sa politique dans l'UE. Bah, surtout expliquer d'où vient l'inflation et enfin, on va détailler tout ça. Mhm. Donc, restez bien. Nous, on revient dans un instant, en tout cas. Voilà.